C'est parti pour le premier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette émission. Nous revenons pour aborder l'actualité qui reste d'ailleurs très abondante. On va essayer de sillonner les grandes lignes de l'actualité qui mouvementent la République démocratique du Congo. On va faire le point sur le dossier taux d'échange. On parle depuis un moment de la baisse vertigineuse du taux d'échange. On va essayer de analyser au cours de cette émission ce qui est à la base de la baisse du taux d'échange. Entre-temps, les prix sur les marchés restent toujours galopants. Qu'est-ce qui explique ces contrastes? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur les dossiers intolérance politique. Le week-end dernier, Deli Sessang a été attaqué au niveau des Kananga, mais aussi Louis-France Kouzekissa, journaliste et directeur général d'une télévision émettant ici à Kinshasa. Il a fait l'objet d'une agression au niveau de l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie par des personnes qui se réclament du pouvoir. Qu'est-ce qu'on reproche à ces journalistes? On va tenter aussi d'aborder cette affaire. Puis on va chuter avec le fonctionnement de notre appareil judiciaire qui laisse à désirer, et plus précisément en rapport avec les différentes personnalités qui ont été accusées d'avoir trahi le pays. Ils ont été reprochés d'atteinte à la sûreté de l'État. Parmi eux, il y a François Béat qui se trouve précisément en France. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Il y a Fortuna Bissele, l'ancien conseiller privé du président de la République, qui venait de quitter aussi la prison. Il y a Franck Diong qui a été libéré aussi. On se demande pourquoi on continue de détenir Salomon Escadela, conseiller de Moïse Katumbi. On va essayer d'évoquer aussi cette question. Je reçois sur ces plateaux l'initiateur du parti politique Lèvons-nous et bâtissons les BAT en sigle. Il s'appelle Alain Bolodjoa Ibola. Bienvenue à vous. Merci en tout cas, merci pour l'opportunité. Comment allez-vous? Salutations à tout le monde. Oui, ça va, ça va. Très bien habillé. Costume mode Fati. Ah bon? Vous voulez faire sa promotion? Il n'est pas le premier en fait. Ok. Il se mettait souvent en jean. On va parler actualité. Alors parlons de votre domaine de prédilection. On va essayer un peu d'analyser ce qui se passe sur le marché d'échange. Depuis un moment, les taux du dollar avaient pris de l'ascenseur. On a changé un dollar jusqu'à 2600 francs et actuellement on parle des 2200, 2100 francs. Mais sur les marchés, les prix n'ont pas baissé. On reste toujours dans une situation très précaire. Comment vous analysez cette situation, vous comme économiste? Bon, il y a plusieurs raisons. Des raisons purement économiques et des raisons psychologiques. N'oubliez pas que l'argent ou la monnaie en tant qu'actif peut aussi faire l'objet des spéculations. Il y a de ceux qui peuvent profiter de la situation justement pour gagner. Ici, nous parlons des cambistes. Quand vous dites 2100, 2200, ça dépend des milieux. Ouais. Parce que là où je suis passé, c'est 2300, 2400 et même 2500. Oh, toujours 2500 francs. Alors, comment ils procèdent? Le fait tellement qu'il y a des pressions au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement voudrait assez que l'on affiche, plus le taux, ou sinon afficher le taux le plus bas. Les cambistes ont trouvé des astuces. Ils commencent maintenant à dire au lingi koye bateau, kotanakati. Ouais. C'est là où maintenant vous allez changer au taux réel. Parce que le taux que l'on affiche, ce n'est pas le vrai taux. Le taux le plus élevé en ces moments précis, c'est 2350 dans la rue. Dans nos rues, c'est 2350 francs. C'est ce qui est affiché. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut savoir que la hausse de taux est due aux maladresses de politiques incohérentes de ceux qui sont au pouvoir. Ils ont recouru à la planche à billets en augmentant la masse monétaire en francs congolais. Et en même temps, ils ont occasionné la raréfaction de dollars. Ce sont deux décisions contradictoires qui vont dans le sens de la dépréciation de notre franc congolais. Parce qu'il y a un principe que d'aucuns semblent négliger, surtout ceux qui sont au pouvoir. L'abondance d'un bien peut lui faire perdre sa vraie valeur. Voyez-vous? Ça, c'est un... Alors, nous avons fait pression à ces pouvoirs de la honte en leur disant qu'ils avaient beaucoup d'instruments.
Voyez-vous, on a insisté sur le mécanisme d'adjudication qui voudrait tout simplement assez que l'on injecte sur le marché les devises pour y chercher à trouver un autre point d'équilibre. Parce que la demande en devises se justifie par rapport à l'importation. Nous avons besoin d'acheter des choses en dehors de nos frontières. Et étant donné que notre monnaie n'étant pas convertible, on a besoin de ces devises. Et le gouvernement prétendait, avec la Banque centrale, détenir 4,5 milliards de dollars en termes de réserve d'échange. Le mot l'indique, réserve d'échange. C'est-à-dire que quand il y a un besoin d'échange sur le marché, c'est-à-dire la parité entre dollars et devises dépend de cette réalité, et bien naturellement, le gouvernement qui a le contrôle de la Banque centrale et la Banque centrale qui est la banque des banques devait procéder par un mécanisme d'adjudication, c'est-à-dire ouvrir les marchés, permettre aux banques commerciales de venir racheter les devises à un taux raisonnable pour permettre à ce que l'on mette d'abord fin à la spéculation, mais aussi permettre à ce que nous trouvions le point d'équilibre entre l'offre et la demande en devises. Très bien. J'ai appris par devoir officiel qu'ils auraient recouru à cet instrument de la banque, de l'autorité monétaire, pour chercher à trouver le point d'équilibre. En même temps, ils ont fait du chantage, où ils ont menacé les cambistes pour ne pas fixer. Ce taux-là n'est pas un taux réel. C'est-à-dire qu'il y a un effet psychologique sur la population, et en même temps, il y a les intimidations. Mais si vous prenez, vous avez le franc congolais, vous donnez aux cambistes 2500 francs congolais, ils ne vont pas vous donner les dollars. Même à travers les réseaux des télécommunications. Télécommunications, ici, ils gardent $1, c'est dans les taux. 2600 francs. C'est le taux, l'ancien taux qui est appliqué dans la fixation de prix. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques ne sont pas convaincus du caractère réel de ces taux-là. Parce que ce n'est pas un taux réel, c'est un taux qui fluctue, c'est un taux qui ne répond à aucun besoin ou sinon à aucune réalité économique. L'open market, c'est déjà un instrument. Mais maintenant, il faut essayer d'éponger la demande en devises pour arriver justement à trouver le point d'équilibre. Parce que ceux qui travaillent pour le compte de l'État, leur calcul de salaire a été fait en 2022, exact, au mois de septembre, avant le mois de septembre. Ils ont les salaires qui est fixe. Ce mois-ci, ils vont percevoir leur dû au taux passé qui ne répond pas aux besoins. Celui qui touchait 200 000 francs doit ajouter 660 000 francs en sus de 200 000 pour acheter le dollar afin de payer le loyer. Ce qui veut dire que la baisse du taux aujourd'hui profite aux cambistes et aux dirigeants et nullement à la population. Très bien. Alors, j'ai suivi également notre économiste sur une radio de la place qui faisait savoir que la Banque centrale a injecté sur le marché plus de 100 millions de dollars. Et du côté gouvernement, il a été décidé de geler la paye des fonctionnaires, des agents qui s'effectuent en francs congolais pour les comptes du mois de juillet. Alors, comment gérer l'après-paye des agents? Non, mais effectivement, voilà pourquoi je vous dis que les instruments utilisés ne sont pas efficaces. Il y a de politiques de restriction où l'État peut se décider, en recourant aux politiques budgétaires, à réduire ses dépenses. Mais attention, les dépenses qui amènent plus de francs congolais en circulation, effectivement, ce sont les dépenses de la rémunération. Exact. La rémunération prend la grande partie de l'enveloppe, et surtout les dépenses publiques. Ce sont des dépenses incompressibles. Lorsque vous faites la rétention des salaires, vous privez aux parents les revenus. Et naturellement, ça crée d'autres déséquilibres. Parce que ceux qui vont, le fait seulement qu'ils n'ont pas de revenus, eh ben, ça va réduire de manière drastique leur propension à consommer. Et en même temps, ça va réduire la demande réelle en biens et services. Et naturellement, ça va faire entrer le pays dans un cercle vicieux de la pauvreté. Parce que si la demande baisse, la marge bénéficiaire baisse naturellement, l'entreprise n'aura pas assez de moyens parce qu'ils ne seront pas en mesure de vendre leur production. Et naturellement, ils seront en difficulté parce qu'ils n'arriveront pas à supporter les charges d'exploitation. Exactement. Et ils seront appelés à licencier le Congolais. Les gens n'auront plus d'emploi et ça touche et l'offre et la demande à la fois. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez des invertébrés, des gens qui n'ont aucune maîtrise de réalité économique et surtout de principes économiques à appliquer. Parce que les gens pensent qu'accéder au pouvoir, c'est facile.
Oui, ça peut être facile, parce que si vous avez un Kabila qui peut faire de vous président, c'est facile. Mais gérer, c'est la chose la plus difficile. Comment pouvez-vous empêcher, éviter à ce que les gens aient des revenus? Est-ce que ces gens ici comprennent? C'est le 31, aujourd'hui c'est la fin du mois et aucun agent public n'a été payé. Non, mais justement, parce que dans leur stratégie, ils sont dans la stratégie... dans la stratégie de restreindre, de réduire la masse monétaire en circulation. Alors, qui gagne dans cette stratégie? Non, mais il n'y a que M. Félix Tshisekedi. Il n'y a que lui. Parce que même les entreprises, peut-être aujourd'hui, ils peuvent constater qu'il y a effectivement une sorte de stabilité de la monnaie. Mais les gens n'ont pas d'argent. Si les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le pouvoir de consommer. Exact. C'est-à-dire que vous avez un produit qui ne peut pas être vendu. Or, le stockage a un coût. Voyez-vous? Parce que tant que les gens n'arriveront pas à consommer, eh ben, ça va créer un déséquilibre. En ces moments-là, ces déséquilibres touchent directement les entreprises de manière directe. De manière directe parce qu'on va réduire la demande réelle. Et naturellement, ça aura des répercussions en termes de la prise en charge, en termes de la capacité d'absorption de la charge d'exploitation, des charges d'exploitation, qui justifie d'ailleurs la création de l'entreprise. Donc, quelque part, je me rends compte que nous sommes gérés par des invertébrés, des gens qui n'ont pas assez d'atouts pour être des dirigeants. Fort malheureux. Pourtant, je vois certains compatriotes se réjouir de la baisse du taux d'échange. Non, mais ceux qui ont le franc ont des raisons, parce qu'ils peuvent racheter le dollar. Exact. Mais ceux qui ont des dollars perdent quelque chose. Mais ceux qui ont des francs et qui doivent payer en francs, en dollars, ils n'ont rien gagné. Parce que le taux de rachat des devises reste encore à 2500, 2600. Voyez-vous? Celui qui pense que le fait qu'il y a baisse de taux d'échange, ça lui profite. Il doit maintenant confronter le taux d'échange et le prix sur le marché. Parce que le prix sur le marché n'a pas baissé. Et d'ailleurs, aucun commerçant sérieux ne peut baisser le bien, le prix de bien aujourd'hui, dès lors qu'il n'a pas de garantie sur la stabilité de la monnaie. Parce que s'il vend aujourd'hui au taux actuel, au taux affiché, c'est lui qui perd. C'est lui qui perd parce que dans quelques temps, on peut connaître de hausse de taux. Donc, il y a un problème d'incohérence. Il y a ce que nous pourrons appeler l'ambivalence dans la conception de politique, la contradiction, justement parce que vous êtes géré par des invertébrés. Alors justement, quelle est la recette ou quelle est la thérapie à appliquer? Le départ de M. Félix Tshisekedi. Ah mais comment ça? Son départ. Son départ, c'est un problème, je crois, politique. Non, mais effectivement, mais tout ce que nous vivons là, ce sont des conséquences politiques. Qui a recouru à la planche à billets? Qui a fait la rétention des devises? Qui ont occasionné le coulement ou l'évacuation de devises à l'étranger? Kabound est encore en prison. Il avait dit, ils prennent des jets privés, parce que c'est la raréfaction des devises qui justifie ce que nous avons. L'augmentation de la masse monétaire en francs congolais qui justifie la situation que nous avons. Qui ont fait ça? Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Parce que lorsque vous allez faire partie, M. Félix Tshisekedi, vous allez faire partie de ces fameux parlements qui ne servent à rien. Ça va certainement permettre à la population d'avoir des dirigeants cohérents, conséquents, des dirigeants sérieux. En ces moments-là, ils mettront en place de bonnes politiques. Parce que quand vous pénalisez le fonctionnaire, chaque fonctionnaire prend en charge 5 personnes. Essayez de vous imaginer, si nous avons 1 500 000 personnes qui émargent dans le budget de l'État, ça nous fait pratiquement 7 500 000 personnes que vous privez des revenus. Ça, c'est un crime. C'est un crime. Comment pouvez-vous... Dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont dire aux bailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux créanciers? Ils en ont beaucoup. C'est-à-dire vous privez à la population parce que vous pensez que vous allez augmenter la masse monétaire. Mais la masse monétaire dont on parle a été augmentée par vous. Allez voir dans le billet. Il y a le billet de 2022. Le billet de francs congolais émis en 2022. Ouais. Alors, qui a émis ça? C'est M. Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas su jouer sur ça pour justement permettre à l'État d'évoluer. Parce que si vous avez émis de nouveaux billets, la moindre de choses, investissez dans le secteur productif. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'il y a de nouveaux billets, ça a une tendance inflationniste.
Ça va jouer contre le franc congolais. Mais si vous investissez, les bénéfices ou la productivité de ce que vous allez investir va éponger les effets pervers. Fort malheureusement, on a pris l'argent justement pour distribuer aux militants et payer les salaires. On n'a pas produit. On n'a pas diversifié l'économie. On n'a pas permis à l'agriculture on n'a pas permis au secteur agricole de produire suffisamment pour réduire la dépendance aux importations. Parce que si déjà nous pouvons dépenser chaque année plus de 2 milliards de dollars en devises pour acheter le vivre, très bien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un besoin, il y a un problème criant de leadership, de vision, parce que vous êtes géré par des invertébrés. Vous estimez que la solution à ces problèmes, c'est le départ de Félix Tshisekedi? Effectivement, moi je ne vois aucune autre solution en dehors de ça. Félix Tshisekedi venait quand même d'accéder à l'une des demandes, je dirais, de la population, en nommant à la tête du ministère de l'économie Vital Kamerhe, réputé comme un brillant économiste. Non, mais il n'a pas été nommé parce qu'il est un brillant économiste. Il a été nommé justement parce que c'est un militant de l'Union sacrée. Comment ça? C'est un partenaire du cash. Les critériums n'étaient pas... Est-ce qu'on nomme en fonction du militantisme ou non, en mais fonction bien évidemment. du profil Non, mais attendez, dites-moi. Que vous détenez? Non, dites-moi. Pensez-vous que Kamerhe a été nommé parce qu'il est économiste? Il y a des économistes plus habiles que lui. Ah bon? Mais bien évidemment. Mais est-ce que vous avez une idée sur les degrés d'intelligence de Congolais? Il y a des éminents professeurs, il y a des spécialistes en économie, surtout en économie monétaire, en économie tout court. Là, plusieurs fois, on a tenté de placer ces professeurs au ministère de l'économie, à la primature. La situation est restée le même. Et vous pensez que Mabi Mulumba était piètre? Pensez-vous que Mulumba Lukoje était piètre? Non. Il y a des gens qui pouvaient faire quelque chose. Même Bahati. C'est vrai que côté moralité, sincèrement, il y a des gens qui doutent de lui. Pensez-vous que Kamerhe pouvait faire mieux que Bahati? Kamerhe a été choisi parce qu'il est en deal avec M. Félix Tshisekedi. C'est juste ça. Et déjà, si vous le prenez, l'économie qu'il a pu apprendre à l'université et ce qu'il fait, ça n'a aucun lien. Et ce n'est pas lui qui stabilise la monnaie. C'est ça aussi. Il est chargé de veiller plutôt sur la stabilité de l'offre et de la demande en biens et services et la stabilité de prix. C'est là son job description. Et fort malheureusement, il s'est lancé dans le débat de la monnaie, bien qu'il est supposé avoir de notions de la monnaie, parce qu'il a fait l'économie. Nous avons tous le tronc commun jusqu'en L2. Ceux qui ont fait l'économie monétaire ont comme option économie monétaire, ils ont plus d'heures de formation en économie monétaire, mais nous tous, nous avons la même théorie. On suppose qu'il a des notions de l'économie. Okay. Mais il y a un grand écart entre savoir et pouvoir. A-t-il le pouvoir? Non. Il en a? Comment ça? Non, ce sont des figurants, cher ami. Vice-premier ministre de l'économie. Non, mais le pouvoir est détenu à la présidence. Il peut être que vice-président, mais faire de la figuration. A-t-il le pouvoir de décider en dehors peut-être de nommer l'une de ses filles? Voilà. Mais en dehors de ça, a-t-il le pouvoir de décider? En réalité, il devait déployer sur terrain les inspecteurs de l'économie pour voir si la fixation de prix est fidèle par rapport à ceux qui se sont entendus au niveau de la cellule de suivi des structures de prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a spéculation, il y a augmentation de prix, il y a hausse de prix, justement parce que l'administration est quasi absente. Et les affairistes ou le commerçant, profitant de la faiblesse de l'administration, ils sont en train d'augmenter les prix. Mais au-delà de l'augmentation due à la spéculation et consorts, allez voir dans la structure de prix. Il y a d'autres charges qui ont augmenté. Déjà, les frais d'entrée. Combien payons-nous aujourd'hui pour dédouaner un conteneur de 40 pieds? Combien? On payait combien? On vous avait chanté ici qu'on aurait soustrait dans la structure de prix la TVA, qui représentait pratiquement 16%. Mais pensez-vous qu'on n'a rien augmenté? Parce qu'il y a augmentation de frais d'entrée. Le ministère de l'économie, le ministère de l'économie, le ministère de Finances, le ministère de Commerce extérieur, tous ces ministères-là
ont eu à mener des études. Très bien. Mais ce qui est vrai, à le voir, il y a hausse de prix à ces niveaux, justement parce qu'il y a augmentation des charges liées aux importations et aux exportations. Tout ça, ce sont des politiques contradictoires qui justifient la hausse de prix. En entendant la tenue des élections qui va décider sur le départ ou le maintien de Félix Tshisekedi, on fait quoi du Premier ministre et du gouverneur de la Banque centrale qui ont aussi une part importante à jouer dans ce qui se passe? Bon, pourquoi attendez-vous les élections? Parce que la Constitution ne vous dit pas ça. La Constitution ne vous a pas dit, pour faire partir un président, il faut impérativement attendre à ce qu'il y ait élection. Là, vous êtes dans les règlements et les statuts de l'UDPS. Dans notre pays, lorsque vous avez des gens qui violent intentionnellement la Constitution, vous pouvez le mettre de côté. Des gens qui ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses, vous pouvez le mettre de côté. C'est là l'esprit de la Constitution. Si vous voulez sanctionner, d'ailleurs, vous ne pouvez pas me poser cette question si vous pensez que c'est le ministre, ce sont les ministres qui en sont responsables et le Premier ministre. Ce n'est pas à moi de poser la question, parce que M. Félix Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est à lui de comprendre que le gouvernement ne fonctionne pas normalement. En tant qu'autorité dite morale de cette fameuse union dite sacrée. Non, lui, il est haute autorité politique. Non, mais dite morale, c'est comme ça qu'on les appelle. Non, lui, c'est haute autorité politique. Il n'y a pas de morale. Non, autorité dite morale. S'il est autorité dite morale, bien que cette moralité, nous ne la vivons pas, c'est à lui de voir en tant que manager. De voir s'il y a de quoi. Parce que l'action gouvernementale, c'est en chaîne. S'il y a un maillon faible, en réalité, il devait prendre la décision. Mais pensez-vous que M. Félix Tshisekedi a la capacité de comprendre qu'il y a un ministre qui ne fonctionne pas normalement? Oui, il a décrié déjà plusieurs fois qu'il s'est posé un mais problème après de coordination des supervisions dans les projets qui après clamer sous le contrôle du gouvernement. Non, mais après clamer public, M. Félix Tshisekedi à lui-même, comme ça, peut-il arriver à détecter que tel ministre fonctionne normalement ou pas? S'il avait cette capacité, il devait faire partie, c'est monsieur du ministère des Finances. Parce que sa gestion est calamiteuse. Voyez-vous? S'il avait la capacité, il allait changer le ministre des hydrocarbures. Il n'a pas fait. S'il avait la capacité, il devait faire partir le ministre du Commerce extérieur. Il n'a pas fait. Voyez-vous? Il n'a pas la capacité, il n'a pas l'étoffe pour arriver à donner de bonnes orientations. Je vous dis, et je peux le certifier ici. Et à quoi servent tous ces conseils des ministres qui sont tenus chaque vendredi? Non, mais justement pour avoir le per diem. Ah bon? Ah, bien évidemment. Il y a per diem dans... Ah, mais bien évidemment, cher ami. Cherchez à avoir l'information. Il y a des jetons de présence là-bas. Ah bon? Bien évidemment, mais c'est ça la pratique courante. Un ministre ne veut pas se déplacer sans qu'il y ait les chop-chop. Voyez-vous? La question que vous posez, c'est une question pertinente. C'est ce qu'on appelle le conseil des ministres. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision le premier vendredi, au second vendredi, la suite, vous devez faire l'évaluation, le niveau d'exécution de ce que vous êtes résolu le premier vendredi pour faire une projection pour le vendredi qui vient. En réalité, c'est un cadre d'harmonisation et de décision. Ce qui est surprenant, ils ont fait plus de 100 jours, ils ont eu à faire autant de rencontres exotériques, et fort malheureusement, ça n'apporte rien du tout. Ils n'arrivent même pas à faire l'évaluation. Mais pour faire l'évaluation, il faut être dans un programme. Le pays n'est pas dirigé sur base d'un programme ou d'un budget. Je vous apprends, peut-être vous ne savez pas. Déjà, nous sommes le premier semestre de l'année. Il y a eu dépassement de près de 55% à la présidence de la République. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils ont dépensé d'abord les 100%, et ils ont ajouté 55%, avant même que nous atteignions la fin de l'année. Ce qui veut dire quoi? D'ici la fin de l'année, M. Félix Tshisekedi va dépenser le double de ce qu'il avait comme ligne de crédit. Comment pouvez-vous prendre des gens comme ça au sérieux? Parce que le budget, c'est un instrument économique. Hein? Si vous ne savez pas bien affecter, bien agencer, bien orienter les dépenses, et ça va créer un déséquilibre. C'est-à-dire que vous donnez plus à la présidence, une institution improductive, qui apparaît de plus en plus inutile, et vous privez au secteur productif ou au secteur d'appui à la production leur ligne de crédit, justement parce que vous voulez permettre à certaines personnes d'augmenter leur masse monétaire. Dans ce débat, Jules Alinguet vous a répondu déjà que les dépassements budgétaires n'étaient pas une infraction. Alinguet souffre déjà de beaucoup d'insuffisances. Comment ça? Lui, qu'est-ce qu'il entend par détournement?
les détournements, que ce soit en droit, que ce soit en économie. Non, il avait parlé du dépassement budgétaire. Non, mais le dépassement budgétaire, c'est un détournement. C'est un détournement, cher ami. Le dépassement budgétaire, ça veut dire quoi? Si vous avez pu mobiliser, les recettes sont supérieures aux prévisions, il y a eu dépassement, effectivement, parce que vous avez pu s'ajouter. Mais ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de le non-respect de lignes de crédit. C'est-à-dire que vous avez droit à 1000 $, moi je dois à 500, vous avez dépensé 1350. C'est-à-dire que vous avez pris l'argent qui m'était destiné pour de faire vos fins propres. Lorsqu'il y a dépassement au niveau de la présidence, cela sous-entend qu'ils ont consommé les crédits alloués à un autre département. C'est un détournement. On va évoluer cette fois-ci pour parler... Lui ne peut pas comprendre ça parce que c'est un militant. Voilà. C'est aussi un économiste avant tout. Non, mais il peut être économiste, mais la conscience peut être tronquée aussi. La conscience peut être altérée. Non, l'argent des surplus, là, ça vient de quel département? Un peu. La seule institution dont le travail est toujours félicité par le président de la République. Non, mais le travail, elle se félicite, c'est qu'elle s'y connaît d'abord par rapport à l'audit, ou au contrôle de gestion. A-t-il une idée sur l'audit et le contrôle de gestion? A-t-il une idée? C'est le président de la République. Non, il peut être le président. Non, mais attendez, est-ce que avant qu'il ne soit proclamé élu, on a tenu compte de ça? Est-ce qu'on a cherché à savoir s'il a la capacité de savoir? Il est supposé avoir une demande de connaissances. Ça, c'est une supposition. Dans tous les domaines. Ça, c'est une supposition. Lui, dans sa fameuse présidence-là, il y a des dépassements budgétaires, il y a des détournements de fonds. Est-ce qu'il les savait? Ne pensez pas que le fait d'être président, il a la capacité de tout faire. On va parler du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, et précisément dans les dossiers atteintes à la sûreté de l'État. Depuis l'avènement de ces pouvoirs, plusieurs personnes ont été, je dirais, interpellées, arrêtées, détenues même dans nos différents cachots pour atteinte à la sûreté de l'État. François Béat, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, en a payé le prix. Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, a fait aussi la prison en rapport avec cette matière. Récemment, Salomon Escadier, la France Dion a été arrêté, mais bon, les raisons de son arrestation n'ont jamais été dévoilées de manière officielle, mais on aurait appris qu'il a été aussi cité dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Et Salomon Escadier, là, qui a été aussi cité dans cette affaire, continue de croupir encore en prison, plus de 60 jours déjà. Par contre, François Béat, Fortuna Bisselele et Franck Diongo ont été relaxés. Alors, à ce jour, comment expliquez-vous ce qui se passe au niveau de la justice? Est-ce que nous devons continuer à prendre au sérieux cette justice, d'autant plus qu'elle arrête des gens sans toutefois nous présenter les vraies infractions, mais aussi des preuves qui accompagnent ces infractions, et 1-2 jours après, ces gens sont libérés. Votre lecture à vous par rapport au fonctionnement de notre appareil judiciaire? Bon, l'atteinte à la sûreté de l'État n'a pas commencé aujourd'hui. On doit le rappeler. Peut-être vous allez être surpris. Étienne Tshisekedi, ministre, a autorisé avec les autres membres du gouvernement l'assassinat de 4 personnalités importantes. Kimba, Bamba, Mamba, Anani. Les martyrs de juin, ou je crois juillet 66, je pense, au stade 66, des martyrs. Effectivement. Ils ont été abattus. D'abord, on leur a crevé les yeux, et puis ils ont été tués. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient soupçonnés d'attenter à la vie du chef de l'État. À l'époque, Joseph Désiré Mobutu. Aucune preuve. Non, mais effectivement, mais la personne qui a pris la dernière décision, c'est le ministre en charge de la justice. On lui a posé la question. Pourquoi avez-vous assez d'éléments? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour des raisons pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a tué des gens pour faire peur aux autres. Ils ont été pendus ici. On a ravi tous les biens à leur famille. Même les enfants qui avaient fui à l'étranger ont été rapatriés ici pour souffrir. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Ça, c'est le père. Vous êtes surpris que le fils fasse la même chose? Êtes-vous surpris? Ne soyez pas surpris parce que ça fait partie de son ADN. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi fut membre du MPR. Ah bon? Ah bien évidemment. En 1980, il était où? 1980, il était l'un des militants de l'MPR. Parce que le sol et sous-sol appartenant à l'MPR grâce à son père, qui a eu à participer dans la rédaction de cette constitution. Manifeste de Lancélé. Il était là, il était parmi les militants, parce qu'en 1980, il avait quel âge? Voyez-vous, il était déjà militant de l'MPR. Il a vécu dans cette circonstance.
importance-là. Mais par rapport aux deux autres dossiers, M. Félix Sekedi n'avait nullement l'intention de faire arrêter François Béat. Ah bon? Nullement. Et comment il s'est retrouvé en prison? Non, mais c'est justement la clameur au niveau de sa famille biologique et politique. La clameur au niveau François de Béat sa avait... Non, sa famille biologique et politique. Ok. François Béat avait des problèmes personnels avec l'un ou l'une de proches de M. Félix Sekedi. Justement parce qu'il avait mis en lumière le dossier Bisselé les Bifort. Voyez-vous? C'est-à-dire, ce n'était pas son prisonnier. C'était le prisonnier de la famille. Lorsqu'il a compris que c'était un danger de traduire en justice un flic comme François Béat, il a compris, ils ont négocié pour le faire partir. Il est sorti, il ne va plus revenir tant que Félix Sekedi sera au pouvoir. Ah bon? Mais c'était négocié, cher ami. La même chose avec Bisselé. Bisselé, c'est la clameur publique. C'est-à-dire que Bisselé n'était pas le prisonnier de M. Félix Sekedi. Bisselé était arrêté justement parce qu'il était cité dans de grands dossiers, les dossiers sur la sécurité, les finances, la déstabilisation de la Freeland Face Bank. C'était là l'essentiel du dossier. Il a été arrêté. Fort heureusement, il était soutenu par quelqu'un de plus influent dans cette famille politique. Il a négocié sa libération. Ne soyez pas surpris qu'il ne soit plus jugé. Voyez-vous? Franck Diongo a été arrêté pourquoi? Franck Diongo commençait à poser des actes contre les intérêts de M. Félix Sekedi. Étant donné que M. Félix Sekedi sait que Franck Diongo a beaucoup de secrets par rapport aux stratégies qui ont été conçues, on a créé un dossier pour le faire arrêter. On nous dit qu'il sera en contact avec des jeunes de l'UPE, de l'Ozone. On nous a dit qu'il a attenté à la sûreté de l'État. On aurait trouvé une arme. On a tout rejeté parce que tous ces éléments-là n'étaient pas suffisants pour le clouer. Ils l'ont fait partir. Mais pour notre frère Salomon Escadela, lui, il a des problèmes personnels avec Félix Sekedi. Oh, quels sont ses problèmes? Non, mais il a des problèmes personnels. Moi, je ne connais pas son passé. Il a des problèmes personnels avec Félix. C'est un prisonnier privilégié de M. Félix Sekedi. Ah bon? Donc tout ce qui a été dit au niveau de la DEMIAP par ces OPJ était faux? On peut vous taxer aujourd'hui, on peut créer un dossier de renversement du régime. On peut vous créer un dossier aujourd'hui, on vous arrête, on vous pend. Aujourd'hui même. Ne sous-estimez pas les services. Quand le chef donne l'ordre, ils peuvent créer. Ils peuvent créer, en 30 secondes, créer un dossier et vous mettre au cachot. C'est ça, au fait. Parce que jusque-là, les éléments qu'ils ont tenté de mettre à la place publique ont été balayés. Il n'y a pas assez d'éléments. Il est là par la seule volonté de M. Félix Sekedi. Probablement, je n'ai pas de précision, mais certainement, dans son passé, il avait de quoi qu'avec M. Félix Sekedi, ou sinon, comme lui, il est réputé comme un homme calme. Il est proche. Non, mais réputé homme calme. Pas conflictuel. Non, mais il était certainement la plaque tournante. Il était certainement la plaque tournante de la famille ensemble. Lorsque l'IDPS vivait sous les mamellons de ensemble en tant que rassemblement ou plateforme politique, n'a-t-il pas interdit, n'a-t-il pas empêché à ce que les autres se servent aussi? Ça peut jouer aussi. N'a-t-il pas manqué du respect? Tous ces éléments-là démontrent à suffisance que ces messieurs ont les privilèges d'être le prisonnier privilégié de M. Félix Sekedi. Ne pensez pas qu'il va sortir aussitôt. Donc tout ce qui a été raconté par la DEMIAP, c'est... Si tous ces éléments-là étaient vérifiés, il allait être placé, il allait être présenté devant son juge naturel. Mais quel crédit accorder encore à ce jour à tous ces services? Non, mais les services en soi... Comment on peut mettre des services de l'État au profit d'un individu? Vous avez soutenu la fameuse réforme des services. Lorsqu'on vous disait qu'on va remplacer des individus, est-ce que vous avez pris le soin de vérifier la qualité de ces individus ou les raisons de leur nomination? Dans la plupart des cas, ce sont des militants. Ce sont des gens qui viennent justement pour servir le maître. Aujourd'hui, nos services ne sont plus des services d'intelligence. Parce qu'en réalité, ils devaient transcender leurs égos et aller pour servir la nation. Ils ne sont pas au service de la nation, mais ils sont au service de la personne de Félix Sekedi.
C'est ça la conception d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde considère que M. Félix Séké a un pouvoir supraconstitutionnel, il peut faire ce qu'il veut, il peut décider sur la vie et la mort des gens. Alors que la Constitution ne lui confère pas ce pouvoir. Rappelez-vous de l'interview du président de la République face à Mme Tina Salama. Il a été clair que tout ce qui s'est fait comme arrestation, c'est son lui n'est pas derrière. C'est son porte-parole. Prenez-vous au sérieux un monsieur qui parle devant son porte-parole? Le porte-parole n'a pas le droit de poser des questions. Les experts de l'Union sacrée nous ont dit qu'il n'y avait aucune infraction. Non, mais il n'y a pas d'infraction, mais ça... Il n'y avait aucune dérive. Non, mais sont-ils suffisamment capables de comprendre que le porte-parole ne peut pas vous poser des questions en public? Le porte-parole porte votre parole. Et on a appelé ça question de la population. Non, mais la question de M. Félix Séké à M. Félix Séké. Parce que le peuple est représenté par des députés. Très bien. On peut prendre les risques de prendre dans l'eau les journalistes, parce que les journalistes se palpent les réalités et ne sont pas liés à la fonction. Ils ont bénéficié d'une certaine neutralité. Mais lorsque votre subordonné, votre porte-parole vous pose des questions, on comprend que ce qu'elle vous pose comme question, c'est ce que vous pensez. Alors, si les dossiers Salomon Escadela est vide, pourquoi on continue de les retenir encore en prison? On a perquisitionné chez lui. Ils attendent. Rien de compromettant n'a été trouvé. Non, ils ont trouvé quelque chose. Selon ses avocats. Ils ont trouvé quelque chose. C'était quoi? Non, mais ils ont trouvé quelque chose. Certainement une correspondance, une lettre, quelque chose comme ça. Non, parce que selon ses avocats, rien de compromettant n'a été trouvé. Non, mais ce n'est pas à eux de juger si c'est compromettant ou pas. S'il trouve une lettre envoyée à sa femme, c'est compromettant pour le pouvoir. C'est une manière de me moquer d'eux. Sincèrement, je trouve que à certains égards, on doit apprendre à être un peu pondéré. Voyez-vous, lorsque vous voulez m'attaquer moi, constituez un bon dossier. Si vous voulez m'arrêter, ne venez pas me dire non, voilà, on vous arrête Alain Bolojat, atteinte à la sûreté de l'État parce qu'on a trouvé un stylo dans votre poche. Comment ont-ils commencé? Ils ont commencé d'abord à nous dire qu'il était détenteur d'une arme. Cette arme a été démontrée noir sur blanc qu'elle appartenait effectivement à l'État. Et on avait donné à un agent de l'État qui est le garde du corps de M. Matata. On n'en parle plus, hein? Aujourd'hui, on veut maintenant nous faire voir que non, voilà, atteinte à la sûreté de l'État. On nous a brandi une montre et une photo disant qu'il était en connivence avec. On a étudié la photo, on a compris que c'était mal monté. Un montage grossier. Maintenant, on va nous dire quoi? Tentative de renversement des régimes. Non, mais attention. Il veut placer un Katangui à la tête du pays. C'est mais attendez. C'est ce qui a été dit au niveau de la dernière. Attendez, soyons très prudents dans le concept que nous utilisons. Tentative de quoi? De renversement du régime. Est-ce interdit? Est-ce interdit dans cette république de renverser un régime? Est-ce interdit? Si c'est interdit. Non, mais le renversement du régime constitutionnel. Si vous considérez que M. Félix Séké est le régime, vous vous trompez. Ce qui est interdit, c'est de changer le régime. C'est-à-dire que vous partez d'un régime tel que nous avons aujourd'hui, une république, vous voulez basculer pour être une monarchie. C'est ce qui est interdit. Il voulait plutôt dire renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi pour donner au Katangais. Parce que le régime n'a pas de tribus, n'a pas de zones linguistiques ou de zones de régions. La Constitution vous dit, il est interdit de renverser le régime constitutionnel. Mais on ne peut pas renverser un régime constitutionnel pour donner un Katangais. Il voulait tout simplement vous dire qu'il voulait renverser le pouvoir de Félix Séké pour donner un Katangais. Mais la question maintenant, quels sont les instruments qu'il a voulu utiliser pour renverser ce pouvoir? Si vous utilisez les armes pour renverser le pouvoir de M. Félix Séké, là maintenant vous violez les principes. Mais si vous voulez utiliser la stratégie marketing, la politique, pour renverser le pouvoir de M. Félix Séké, donner à un ressortissant du Katanga, ce n'est pas un crime. Il y a une nuance. Parce que ce qui est vrai, les gens ne savent pas lire l'article 64. Tout celui qui accède au pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution, il est reconnu à tout Congolais de le mettre hors d'état de nuire. On renverse le pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris les pouvoirs ici par la force? Mais bien évidemment, M. Félix Séké, M. Kabila. Comment ça, il a été proclamé par la CENI? Oui, mais la décision a été validée par la Cour constitutionnelle. Non, mais la CENI et la Cour constitutionnelle caporalisée par M. Kabila. Ce n'est pas Félix Séké, qui a pris le pouvoir par la force. C'est Félix Séké et Kabila en alliance. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous constatons là, nos amis sont agités pour rien.
rien ne nous rassure que ceux qui disent ils ont assez d'éléments. Parce que pour renverser le pouvoir dans le cas tel que eux le conçoivent, il faut mobiliser l'armée, il faut mobiliser la police, les services de renseignement. Aucun pays n'a pu renverser le pouvoir grâce à un civil. Et non armé. Aucun. Comment expliquez-vous jusqu'à ce jour, Salomon a été arrêté, accusé de vouloir renverser le régime, mais jusqu'à ce jour, aucun de ses complices n'est aussi arrêté. Comment expliquez-vous cela? Non, mais on a Est-ce qu'une seule personne peut être en mesure de renverser tout un pouvoir? Non, mais voilà pourquoi je vous dis... Avec un pistolet en plus. Non, ils ont déjà un problème de concept. Déjà, ils n'ont pas trouvé d'armes sur lui. Il n'avait pas d'armes, bien qu'il pouvait en avoir, s'il en avait envie. Il suffisait seulement d'avoir l'autorisation de permis de port d'armes, il pouvait en avoir. Il n'en avait pas, le propriétaire de l'arme est connu, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas arrêté pour ça. S'il avait l'intention de renverser le pouvoir par la force, mais on devait effectivement arrêter autant de généraux. Essayez de voir. Burkina Faso, on a renversé le pouvoir par un militaire qui a été soutenu par la garde républicaine, la brigade au fait, la garde républicaine. C'est un militaire. Renverser, faire partir Félix Sekei par les armes, ce n'est pas facile. Il faut avoir l'accompagnement de l'armée. C'est-à-dire que si vous voulez formater quelque chose dans ce sens, on devait déjà mettre la main de certains officiers, haut-officiers militaires. Personne n'a été arrêté. Vous allez au niveau des services, personne n'a été arrêté. Alors, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient utiliser quel instrument? Peut-être ce sont les lettres qu'ils cherchaient. Ils voulaient trouver... Ah, voilà, j'ai trouvé. Ils voulaient faire partie de M. Félix Sekei à partir de son téléphone. Parce que dans son téléphone, on aurait trouvé des messages avec les M23 et tout ça. C'est-à-dire que les M23 qui sont alliés à l'Union sacrée, il allait les utiliser. Les M23 qui est allié à M. Félix Sekei devaient être utilisés pour renverser le pouvoir de M. Félix Sekei à partir de Goma. Par moments, c'est ridicule, hein? Et ce n'est pas seulement pour les cas Salomon, même pour les cas François Béa. Il n'y a aucun complice qui n'a été arrêté. Non, mais François Béa, on a arrêté Maman Lili, colonel Lili de Mongafou, là, parce qu'on a trouvé un sous-siat au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de comment on appelle ça? De l'enclos, de la concession de M. François Béa Mongafou, là. Elle est en train de couper en prison. Voyez-vous? Et on a trouvé dans le bureau ou la maison de son secrétaire, il avait un secrétaire major, on a trouvé les tenues là de militaires, comme des militaires, ce qu'on appelle les zonkions, 4 pièces. On conclut directement qu'il voulait renverser le pouvoir. Mais montrez-nous, ne fût-ce qu'un plan opérationnel. Ne fût-ce qu'un plan opérationnel. Parce que faire renverser un pouvoir, c'est pas facile, hein? Surtout avec les armes, c'est pas facile. Avec la population, oui. L'armée, il faut savoir qu'après avoir renversé le pouvoir, vous aurez la maîtrise de tout ce qui va se faire. Exact. Ça doit avoir un plan, une intelligence au-delà de ça. Notre frère est en prison par la seule volonté de M. Félix Sekei. Alors, si vous voulez qu'il soit en liberté, soit vous faites pression sur M. Félix, vous le faites partir. Je venais de vous dire ici que le président était clair. Il n'a jamais été derrière les arrestations, que ce soit des opposants ou des Congolais lambda. Non, mais comment pouvez-vous prendre le risque de croire à un monsieur comme Félix Sekei dit? Il a juré au nom de Dieu. Et c'est la première fois, il a juré au nom de Dieu qu'il va construire l'université à l'Équateur, avant le début de la campagne. Il a juré. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a des maris qui ont juré fidélité à leurs femmes, mais qui font des enfants à côté? Moi, je vous dis, je ne crois pas en la capacité de M. Félix Sekei à dire la vérité. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il y a des Congolais qui sont en prison, justement parce qu'ils ont des comptes à rendre. On veut leur rendre de compte par rapport à leur passé. Peut-être qu'il avait refusé de faire sortir l'argent, il a privé à quelqu'un de voyage, ou peut-être que... Tout ça, tous ces éléments-là, ça justifie que notre justice ne fait pas bien son travail. Essayez de vous imaginer. La Constitution voulait assez que, après 48 heures, que la personne soit présentée devant son juge. Vous savez pourquoi? Pour faire différence avec ce qui se faisait pendant l'époque de Mobutu. Exact. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font 6 mois au cachot sans être présentés devant leur juge. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de consommer la peine, de purger sa peine sans être entendu. Mais à la fin, il sera libéré. Peut-être pas avec Félix Sekei, parce que c'est un prisonnier privilégié,
mais avec celui qui viendra après. Mais la République a détenu quelqu'un pendant 6 mois sans être jugé. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, personnellement, je ne crois pas en notre justice. Sincèrement, je n'y crois pas. Un peu comme le président. Non, lui il est dans ses shows. Il est ça, déçu ce sont des shows de la justice. C'est lui qui les a nommés. Son premier quinquennat. Non, mais vous êtes mal placé pour me poser cette question. Lorsque vous me disiez que non, il vient de réformer la justice, il vient de faire partie des juges, il vient de nommer ses juges, il y aura changement. Moi, j'ai pensé que vous allez changer. Vous n'avez même pas fait votre mea culpa. Vous voulez que je vous rappelle ce que vous disiez pendant qu'on faisait les émissions? Oh, cher ami. Aujourd'hui, personne ne peut consommer cette justice. Personne. Pour qu'il y ait une bonne justice, il faut que le juge soit indépendant. Pouvez-vous me citer des juges indépendants dans ce pays? Des gens qui sont caporalisés, qui mènent des actions par rapport au dictat de M. Félix Tshisekedi. Si nous avons une bonne justice, M. Félix Tshisekedi sera en prison. Alors, autre point, c'est la sélectivité de la justice. Mike Moukéba, aujourd'hui, se trouve en prison parce qu'il aurait propagé des faux brouilles. Ensemble. Alors qu'il y a un autre ancien député qui venait aussi de faire la même chose sur un plateau télé. Ni la chaîne de télévision, ni lui-même, l'ancien député, ne sont dérangés. Ensemble. Ce sont leurs conflits de passé. Ensemble. Si vous êtes ensemble et que vous commettez, si vous êtes ensemble et que vous avez un dossier, vous allez couper en prison. C'est ensemble. Il y a des antécédents entre non, mais bien évidemment, mais je vous ai dit, non? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Il y a des gens même qui soupçonnent le pouvoir par rapport à l'assassinat de Chériba Okende. Ensemble. Ça, c'est grave. Ah, voilà. Ce sont là des réalités, ce sont là des évidences. Et fort malheureusement, personne n'a le courage d'en parler. Très bien. J'ai compris ceci. Ils ont commencé, ils sont arrivés à neutraliser ensemble sur le plan machine communicationnelle. Apparemment, ensemble, ils n'arrivent plus à communiquer. Ils ont déjà gagné. Ça, c'est une erreur stratégique. C'est-à-dire, vous pensez qu'avec la détention en prison de Mike Moukéba, il va falloir déployer plus de gens pour communiquer pour le compte d'ensemble, parce que ils sont en train de disparaître. C'est leur stratégie, cher ami. Et vous pensez que Mike Moukéba est arrêté pourquoi? Il vous souviendra qu'avant qu'il ne soit arrêté, il y avait une dame qui a dit ensemble monte en puissance sur le plan communicationnel et tout ça. Ils ont ciblé, c'était une stratégie. Ils ont ciblé Mike Moukéba parce que c'est lui qui faisait. Ils ont étouffé Daniel Safou. Bon, lui on peut s'en passer parce qu'il communiquait pas assez bien. Mais avec Mike Moukéba, ils l'ont neutralisé. Ils ont tenté de faire avec Jakinda là, et ainsi que les autres. Je vois un autre avocat là. Francis Kalombo. Bon, Francis Kalombo aussi. Bon, lui il est encore là, bien que il ne communique pas assez. C'était là une stratégie justement pour fragiliser ensemble. Très bien. Puis, voilà. Nous sommes à quelques mois des élections et il s'observe dans la société une sorte d'intolérance politique. Les opposants sont pratiquement empêchés d'effectuer ou d'organiser leurs activités. Mais par contre, ceux du pouvoir peuvent sillonner la République calmement. Deli Sessang a été, le week-end dernier à Kananga, il a été agressé et il dit lui-même qu'il serait visé, lui il a parlé au président, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Il y a peu, Moïse Katumbi était ici à Kinshasa, il a été empêché de se rendre au Congo central. Matata Ponyo a été récemment empêché de se rendre ou de tenir ses activités dans les Grands Bandundu. Martin Fayoulou, le week-end dernier, avait tenu aussi un meeting et ses militants ont été aussi agressés. Comment vous analysez à ce jour ce qui se passe dans notre environnement politique? Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que je sais que ça ne date pas d'aujourd'hui, l'intolérance. Voyez-vous? J'étais membre de FONUS en 2002. Je connais le contexte. Avec Olengankoy. Avec Olengankoy. Il y avait un jeune en 2004 qui était assassiné, Djamba Wadjamba. Il était un militant de FONUS à l'époque. Il a été assassiné juste parce qu'il avait mis un drapeau de FONUS devant sa boutique. Il a été tué par les militants de l'UDPS de l'époque. 2004. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Beaucoup. Les militants du PPRD, le militant de l'UDPS, le militant du MLC, beaucoup. Il y a même mon neveu, mon propre neveu, Boteti, a été tué. C'est ça l'intolérance. Daniel Boteti. Effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Mais moi, j'ai pensé qu'on militait pour y mettre fin. Fort malheureusement, ça continue. Peut-être vous n'avez pas suivi la vidéo. Ils avaient effectivement l'intention de tuer Deli Sessang. Ils avaient effectivement l'intention de le tuer. J'ai vu votre
consoeurs, Élisée Odia et vos confrères. Eric Wemba, Danou Kefoula. Ils ont été tous ont été aussi agressés. Agressés, ils ont été atteints par des projectiles. L'intention était quoi? De faire peur. C'est juste un rappel. En 2019, je crois, entre le mois de mars, il y a eu une activité à Mbujimaï, au stade de Mbujimaï. 2019, 2 mois après l'investiture de M. Félix Tshisekedi, à Mbujimaï. Ils ont organisé une activité à Mbujimaï où il y avait un fameux pasteur, Anakle Kabalou, qui a dit tout Kassaïen, tout Moulouba, qui allait s'opposer contre Félix Tshisekedi allait mourir. Apparemment, les gens ont semblé négliger ces messages-là. Ça a pris de l'ampleur. Le seul opposant qui est arrivé dans l'espace Kassai a été violenté. Le seul a été violenté. Pensez-vous vraiment que les autres là auront la possibilité d'aller battre campagne dans cette zone? Parce qu'on considère que c'est une zone acquise pour M. Félix Tshisekedi. C'est ça la République que veut nous imposer l'UDPS. Denis Sessanga, c'est un Congolais, oui ou non? Oui. Même s'il n'était pas Congolais, n'a-t-il pas le droit de se mouvoir? N'a-t-il pas le droit de mener des actions? Certains communicateurs de l'Union sacrée estiment qu'il est victime de sa propre versatilité politique. Ah bon? La versatilité politique parce qu'il a quitté Félix Tshisekedi. La versatilité politique, c'est parce qu'il a quitté Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi a fait la promotion de Kabila. Il a quitté aussi Kabila. A-t-il été agressé au Katanga? M. Félix Tshisekedi a eu aussi à trahir Kamere en le mettant en prison. A-t-il été aussi menacé dans la partie est du pays? Ils viennent justifier l'injustifiable. Pensez-vous vraiment que parce que le fait qu'il a quitté un parti, un groupe politique, il doit être tué pour ça? Il a le droit de quitter le parti politique. Félix Tshisekedi, son père était membre du MNC. Il a quitté MNC pour aller MNC Kalonge. Il a festoyé là-bas et puis il est revenu chez Mobutu pour créer le Codeco et Conako. Il a quitté Conako pour créer un père. Il a quitté un père pour créer avec les autres l'UDPS. Il a quitté l'UDPS pour créer l'UDPS Tshisekedi. Il est en droit de quitter Félix Tshisekedi. Et surtout que l'Union sacrée, c'est un produit impropre, avarié, impropre à la consommation. N'a-t-il pas le droit de quitter? Et c'est pour ça qu'on a trouvé la meilleure solution de les sanctionner, c'est de les tuer. Moi, je pense que c'est dans la contradiction que vit la démocratie. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même tendance politique. Je peux m'attaquer contre Félix Tshisekedi, mais je ne veux pas souhaiter son malheur. Avec tous ces communicateurs, on se retrouve dans le plateau de télévision. Ce n'est pas par le fait que je ne crois pas en ce que vous faites que vous devez me tuer pour autant. Exact. C'est dans la contradiction que l'on trouve, c'est la dialectique en fait. C'est ça le soubassement de la démocratie. Alors si durant la pré-campagne, les gens n'arrivent pas à se tolérer les uns les autres, alors durant la campagne électorale, comment non, mais vous n'avez encore rien vu. Moi je vous dis, nous avons battu campagne en 2006. Vous n'avez aucune idée. On battait campagne avec des grenades, avec des armes. Parce qu'on était obligé d'avoir des militaires. Nous avons battu campagne pour les candidats de l'opposition à l'époque. C'était M. Jean-Pierre Bemba. C'était pas facile. Cher ami, c'était pas facile. On a tabassé à mort le docteur, le professeur, il est maintenant professeur, Théodore Ngoï. Il a été tabassé dans les Katanga. Nous avons été menacés presque partout. Mais nous nous sommes battus justement pour qu'il y ait cette alternance, pour qu'il y ait cette démocratie. Nous nous sommes battus. Parce qu'à cette époque-là, la plupart des jeunes n'étaient pas là. Nous avons battu campagne pour Bemba dans la partie est du pays et le centre. Très bien. Voyez-vous, moi j'ai pensé que après les premières élections, on aurait la calmie et la démocratie, les élections deviendraient un jeu. Ceux qui ont des offres politiques attrayantes allaient gagner. Mais aujourd'hui, je me rends compte, des gens qui ont un produit avarié, impropre à la consommation, veulent l'imposer sur le marché. Non. Si vous êtes fort, allez préparer vos bases. Et d'ailleurs,
quelle est l'offre politique de l'UDPS? Quelle est l'offre politique de l'Union sacrée? Quel est leur programme de gouvernance? Quel est leur bilan? Ils n'en ont pas. Et d'ailleurs, allez voir sur les listes. L'UDPS n'est même pas arrivé à aligner 484 députés. Incapable d'aligner même 484 députés. Incapable. Et ils prétendent être grands. Vous n'êtes pas grands. On a terminé l'émission. Est-ce que votre parti politique a aligné des candidats? Oui, mais pourquoi? On va aligner les candidats, pourquoi? Pour faire de la figuration. Vous n'êtes pas partant pour ce processus? Le gangstérisme dont on parle ici, pour aller faire quoi? On va faire quoi? Pour aller faire quoi? Faire de la figuration? Bref, vous êtes dans le même schéma que Fayoulou et Kabila. Non, ils m'ont rejoint. Oh. Ils m'ont rejoint, j'étais le premier. Ils m'ont rejoint. Alain Bolo Joaïbola, le message. Vous avez refusé d'aligner les candidats, pourquoi? Non, mais justement parce qu'il n'y a pas de sérieux. Déjà, les lois qui donnent la configuration du système électoral n'ont pas été respectées. Le bureau de la CENI n'est pas constitué conformément à la loi. La Cour constitutionnelle n'est pas constituée conformément à la loi. Personne ne veut respecter la loi. Et vous pensez que la meilleure des choses, c'est d'aller candidater pour faire plaisir. Nous avons besoin de bonnes élections qui garantissent l'atteinte des objectifs constitutionnels, c'est-à-dire mettre fin à la crise de légitimité. Déjà, M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Il est le fruit de la forfaiture électorale. Il a été kabilocratiquement élu. Et fort malheureusement, il est accompagné par ces parlements, constitués essentiellement des gens cooptés. Très bien. Nous ne pouvons pas prendre les risques, nous, d'aller postuler ou candidater, alors que nous savons qu'on fait de la figuration, et à la fin, ils vont publier les gens de leur choix. Le peuple ne va pas voter. Très bien. Un message qui nous vient de Lubumbashi, très rapidement. Les procureurs de Lubumbashi, protégés du président de la Cour constitutionnelle, auraient vendu des minerais des cathodes, 2 camions dans l'indifférence totale des sanctions. Les pays est saigné. Par ailleurs, c'est le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, et Jacques Kiaboula est aussi accusé des ventes des cathodes. Où est la justice? S'interroge ces compatriotes qui nous écrivent depuis Lubumbashi. Il se passe des choses aussi dans cette ville. Tantôt c'est une affaire qui est l'UDPS qui récolte des taxes, tantôt c'est... Cher ami, il y a dépravation de mœurs. Il y a effondrement de la société. La plupart des personnes que vous appelez dirigeants, là, dans la plupart des cas, sont des délinquants. Voyez-vous, ils n'arrivent pas à respecter les normes, les lois. J'avais suivi effectivement le jeune ministre provincial. Il était à l'étranger lorsqu'il lançait la lettre, parce qu'il y avait l'un de vos confrères... Il a écouté son séjour. L'un de vos confrères, bien qu'il se présente comme député par moment, journaliste, tout ça, il a dit qu'il aurait fui. Moi, j'ai dit, lui ne pouvait pas fuir parce qu'il a fait la déclaration disant qu'il était prêt à répondre devant la justice parce qu'il ne s'est reproché de rien. Qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, tous les juges, tous les magistrats sont devenus des affairistes. Bon, pas tous, mais dans la plupart des cas, sont devenus des affairistes. Alors qu'ils sont frappés de l'incompatibilité. On ne peut pas être juge et commerçant à la fois. Il y a des trafics de minerais qui sont faits par le militaire, le policier, le magistrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'effondrement de la société. Et lorsque je vous dis que M. Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la République, c'est sur base de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été, je dirais, qui ont été empoisonnés, justement pour avoir dénoncé des choses? Allez voir. Parmi les dernières publications de le comité sortant de SNDH, il y a une publication faite sur un jeune Congolais qui était témoin de trafic de matières précieuses. Il a été empoisonné. On a autant de dossiers. Voyez-vous? Donc, vous comprenez que le pays va très mal, mais les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Depuis quand les militants des partis politiques commencent à percevoir des taxes? Non, mais là, ça ne peut pas vous surprendre. Pour faire sortir, pour faire le dépotage d'un conteneur, il y a une taxe qui a été créée de manière miraculeuse, $30, pour donner à une branche d'un parti politique. $30 par conteneur. Il y a des gens qui perçoivent des taxes au niveau de nos frontières. Il suffit seulement de vous présenter avec le label d'un parti politique. Et tout le monde voit ça.
C'est-à-dire que vous trouvez qu'effectivement, il y a une sorte de parallélisme en termes de fonctionnalité de l'État. Il y a des structures parallèles qui ne marchent pas dans le budget, mais qui perçoivent de l'argent dans le compte du Trésor. Vous avez tous entendu, vous avez tous vu, il y a une vidéo qui a circulé dans les réseaux, où le militant d'un parti politique exigeait au PCA ou au DG de comment on appelle ça, INPP, pour commencer à leur donner chaque mois $80. Lorsque j'en parlais, personne ne me croyait. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perçoivent de l'argent, il y a des gens qui perçoivent des taxes, il y a des gens qui ont érigé leur propre administration parallèle pour percevoir l'argent au su et au vu de tout le monde. Personne n'a le courage de dénoncer. Mais attention, ces gens-là sont très violents. Voyez-vous? Sont très très violents. Vous avez vu ce qu'on a fait à Louis-France? Ils sont très violents. Ils sont au-dessus de la loi. Même si vous appelez la police ne peut pas intervenir. Parce qu'ils vont appeler quelqu'un du pouvoir. Alors dites-moi, vous avez besoin de quel type de république? Et actuellement, ils sont à couteau tiré. C'est ceux de l'UNAFEC et les gouverneurs Kiaboula. Non, mais effectivement, parce qu'ils ont créé les chaos. Ils se sont organisés dans cette manière de gouverner. On va épargner personne. Ils sont tous co-auteurs. Ils sont tous complices. Parce que lorsque vous êtes du pouvoir et que vous posez des actes, vous pensez que vous êtes protégé. En oubliant qu'en faisant ce que vous faites là, vous mettez en mal la quiétude de l'État. Et l'État ne sera pas en mesure de vous sécuriser. Lorsque vous laissez aux gens l'attitude de poser des actes, vous ne savez même pas que Chéribé Okende allait mourir. Peut-être qu'il a été arrêté dans le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de bandits qui se présentent comme des gens des services. Et aujourd'hui, vous êtes en difficulté de justifier sa mort. Ce sont là des vérités. La meilleure manière de se sécuriser, sécuriser l'autre. La meilleure manière d'avoir la paix, la dignité dans notre pays, c'est apprendre à respecter nos lois, la norme. La fonctionnalité de l'État est régentée par des lois, par la Constitution. Si vous sortez de la Constitution, on est perdu, cher ami. Tel que je suis là, je peux sortir en main. Hein? Et puis on va faire semblant de faire des enquêtes bidons. Et à la fin, on va vous dire, non, voilà, c'est les gardes du corps, c'est les chauffeurs qui l'auraient tué. C'est pas sérieux. On va terminer l'émission. Vous ne jurez que par le départ de Félix Tshisekedi. En tout cas, moi, je ne vois aucune autre solution. Vous ne voulez pas participer aux élections. Non, mais des élections boutiquées d'avance. Des élections concoctées au niveau de l'IDPES. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a déjà des listes établies de ceux qui seront députés. M. Félix Tshisekedi sera proclamé 52,8%. Quand il attend qu'on lui tende le micro pour proclamer les résultats, même s'il n'y a pas encore élection. Cher ami, moi je me suis battu pour avoir cette constitution. J'ai sacrifié ma jeunesse pour avoir cette démocratie. Je ne peux pas tolérer ça. Jamais. Jamais, cher ami. Moi je dormais dans le pont pour qu'il y ait de ces actions, tout ce que vous voyez là. Très bien. Je ne peux pas tolérer ça. Jamais. Grand merci à vous, Alain Bolodjoa, pour votre disponibilité. Je suis là, on se bat. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre sympathique et réelle attention. Grand merci à vous, chers membres de l'équipe technique. Merci aussi à vous, monsieur le directeur général, Peter Tiani, de là où vous nous suivez. Merci également de votre... Oh. Ah oui, c'est Hakim. Brillant combattant. On se retrouve demain pour un autre numéro de Perfect Actu.